Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée même dans les Yvelines avec au programme des infos, de l'actualité, des infos pratiques et aussi des idées de sortie. Voici le programme de ce 17 octobre. Plusieurs syndicats appellent à une mobilisation ce mardi 18 octobre, une grève qui concerne toujours les raffineries mais aussi les transports publics, l'éducation ou encore la santé. Quelles sont les perturbations à prévoir? Le point à suivre. Dans cette édition large page consacrée au championnat du monde de cyclisme sur piste, la compétition se tenait de mercredi à dimanche au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La France termine à la 3e place ex aequo au tableau des médailles avec 3 titres remportés. Que penser de ces résultats? On posera la question à notre invité. Et puis cet événement était l'occasion de se tester avant Paris 2024. L'enceinte saint-quentinoise accueillera les épreuves des Jeux Olympiques dans moins de 2 ans. Quel bilan en tirer? Focus également sur les bénévoles qui ont été très nombreux sur ces mondiaux. À suivre également avec vous, Céline Charles, bonsoir. Bonsoir. Les informations du jour, on reviendra notamment sur l'hommage à Samuel Paty qui était donné hier dimanche à Conflans-Sainte-Honorine, 2 jours après l'assassinat du professeur. Oui, 1 millier de personnes se sont réunies à proximité du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine pour lui rendre hommage. C'était l'établissement où Samuel Paty enseignait. Et c'était 2 ans, jour pour jour, bien sûr, après son assassinat. On a également un invité, je vous le disais, dans les titres, c'est Jean-Michel Richefort, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la Fédération française de cyclisme, président également du club de cyclisme de Vélizy. On va parler avec vous de ces championnats du monde de cyclisme sur piste. Ça y est, c'est terminé. Quelle première réaction? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que, au contraire, vous êtes triste de terminer ces championnats du monde? Triste, lorsqu'on est au cœur d'une organisation telle que les championnats du monde, on aimerait que ça dure, mais bon, tout a une fin, et bon, c'était des championnats du monde, je pense, très réussis au niveau populaire, au niveau de l'organisation, et pour l'équipe de France, c'était également une belle réussite. On fera le bilan avec vous dans un instant. Il y avait 2 hommes qui étaient présents sur ces 5 jours de compétition au Vélodrome National. Un homme qui a été présent tous les jours, c'est Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Oui, également peut-être soulagement que ce soit terminé au niveau du travail, parce que vous avez travaillé quand même pendant 5 jours. Pendant ça a 5 été jours, votre camp de travail, votre base de travail. Mais 5 jours exceptionnels, hein, Grégory. 5 jours où il y a eu des médailles françaises, il y a eu des records, il y avait 51 pays qui étaient présents. Donc oui, c'est du travail, mais c'est avant tout du plaisir. Nicolas Dandré également, bonsoir. Bonsoir Grégory. Qui a été présent sur quelques soirées également au Vélodrome. On reviendra avec vous forcément sur la victoire, ce titre exceptionnel de Mathilde Gros. Ça a ouvert d'ailleurs le compteur des titres pour l'équipe de France sur ces mondiaux. Oui, puis des émotions comme on aime en vivre et comme seul le sport peut en faire vivre. Et on reviendra sur cette famille et la famille Gros qui soutient à chaque compétition sa fille, sa petite fille, voire sa nièce. Mathilde Gros qui a été championne du monde de la vitesse individuelle. On reviendra sur cette grande émotion tout à l'heure dans le 7-8. Avant tout cela, un petit coup d'œil à la météo. Météo bien sûr de demain, mardi 18 octobre, et nous fêterons les Lucs pour cette journée, des températures et des conditions homogènes sur tout le territoire. Ce sera nuageux le matin, comptez 15 degrés dans les Yvelines, le soleil qui devrait faire quelques apparitions dans l'après-midi avec toujours quelques nuages. Il fera 20 degrés à Mantes-la-Jolie, 19 degrés à Houdan, Versailles, Rambouillet, des températures assez hautes pour une mi-octobre qui devrait se maintenir toute la semaine, et la pluie est même annoncée pour vendredi. C'est l'heure des informations du jour avec Céline Charles, et on en parlait tout à l'heure. D'abord ce rassemblement, la mémoire du professeur Samuel Paty, assassiné par un terroriste le 16 octobre 2020. C'était à proximité de son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Oui, 2 ans après sa mort, un hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été rendu ce dimanche 16 octobre devant le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Élus, habitants, parents et collégiens ont répondu présents. C'est une grève qui semble sans fin. Ce lundi, les grévistes des raffineries de Total Énergie ont reconduit les blocages sur 5 sites. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui était en visite ce matin dans un dépôt de Gennevilliers, a cependant annoncé le départ de 200 camions citernes dans la matinée pour approvisionner l'Île-de-France. Dans la même lignée, demain, mardi 18 octobre, un mouvement de grève générale est lancé par la CGT. La SNCF, la RATP et l'Éducation nationale seront notamment concernés. Et les prévisions complètes à suivre dans un instant. J'ajoute
s'ajoute sur la thématique autour de l'hommage à Samuel Paty que vendredi et ce lundi, des temps d'hommage ont été tenus dans tous les établissements de France, collèges et lycées de France. Un moment de recueillement auquel n'a pas pu assister la presse puisque l'Éducation nationale a voulu réserver ces temps aux élèves et aux équipes pédagogiques. Dans l'actualité également, Céline, on en parlait aussi tout à l'heure, on parle de sport avec ces mondiaux de cyclisme sur piste qui se sont achevés hier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que le bilan des Français est bon ? C'est plutôt un bon bilan. Avec 7 médailles dont 3 en or, la France termine 3e nation au tableau d'honneur derrière les Pays-Bas et l'Italie à égalité avec l'Allemagne. Mathilde Gros, 23 ans, notamment obtenu la médaille d'or dans l'épreuve de vitesse. L'or aussi pour Marie-Divine Kwame sur le 500 mètres à seulement 20 ans. Sport encore, mais une déception cette fois-ci. Ils avaient fait un parcours exceptionnel l'année dernière. Avec une demi-finale en Coupe de France, le FC Versailles a été éliminé ce dimanche après-midi au 6e tour. Il recevait le Red Star FC lors d'un match qui s'est terminé 1-1. Les deux équipes se sont départagées lors de la séance de tir au but en faveur de l'équipe adverse. De son côté, l'AS Poissy continue l'aventure et se qualifie pour le 7e tour après son match 1-0 face à Saint-Geneviève. On voyait il y a un instant les images de Poissy, on est passé sur l'information d'avant. Juste une petite réaction, Mickaël, journaliste sport de la rédaction. Du bonheur pour Poissy, mais forcément de la déception. Il y avait eu une demi-finale pour le FC Versailles l'année dernière, et là, le parcours s'arrête déjà pour le club yvelinois. Oui, on s'en souvient tous de cette demi-finale face à Nice, perdue 2-0 avec les honneurs. Forcément, là, c'est une déception, mais Versailles mise avant tout cette année sur le championnat de national. Ils sont actuellement 3e de national. Ils visent une possible montée en fin de saison en étant promus dans cette division-là cette année. Donc, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. Tout derrière l'AS Poissy, Nicolas, vous pensez qu'ils peuvent faire un parcours à l'image du Football Club de Versailles comme l'année dernière ? Après, Poissy, c'est vrai qu'il n'a pas forcément le même niveau et le même moyen que le FC Versailles. Mais surtout une question de budget. Après, la Coupe de France, on sait que c'est magique. Et donc, certaines équipes peuvent aller très loin et c'est tout ce que je souhaite à l'AS Poissy. Poissy qui marche très bien, je le rajoute, dans le championnat de National 2 cette saison. C'est peut-être l'une des meilleures saisons de Poissy depuis, on va dire 5-6 saisons faciles. On va tous être derrière Poissy pour la fin de cette Coupe de France. Et enfin, ce week-end avait lieu également un salon. On a vu quelques images apparaître. Exactement, ce week-end avait lieu le salon du concours culinaire national Les Parcours du Goût à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux, organisé par le ministère de la Justice. Plusieurs jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse se sont affrontés au fourneau et ont pu rencontrer plusieurs grands chefs. On écoute Louise Petit-Renaud, marraine du salon, sur les bénéfices de cette opération. J'ai vraiment envie de leur donner confiance, de leur redonner confiance s'ils l'ont perdu, de leur dire que je suis là, que je peux les écouter. Et puis échanger peut-être les valeurs que j'ai, les valeurs de respect, du travail, de la solidarité. D'autres interviews ont été réalisées lors de ce salon. Elles seront à retrouver plus tard sur TV78. Merci Céline pour toutes ces informations. Avec plaisir. On vous en parlait, l'une des informations de cette journée, c'est la grève qui est prévue demain, une grève interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats, CGT, FO, FSU et Solidaires. Conséquence, de nombreuses perturbations sont à prévoir, et notamment dans les transports. Interview avec Mathieu Bolredas, secrétaire du syndicat CGT Cheminots de Versailles. Deux raisons, deux problématiques. La première, évidemment, une problématique salaire. Nous avons 8 ans de blocage des salaires. Suite à une grève en juillet, nous avons eu 1,4% d'augmentation de salaire, ce qui est ridicule au regard des 8 années de blocage et au regard de l'inflation que l'INSEE nous annonce à plus de 10% pour cette année. La SNCF, c'est une entreprise qui a fait plus de 2 milliards d'euros de bénéfices. Et la deuxième raison, c'est l'effroi, les mois qui a déclenché chez les cheminots et chez des milliers de salariés en France le recours et réquisition de la part du gouvernement, c'est-à-dire une réponse uniquement policière à la grève. Beaucoup de brutalité. La réquisition, c'est pas juste un acte administratif. C'est des policiers, des gendarmes qui viennent chez vous, éventuellement vous menottent devant vos familles pour vous forcer à retourner au travail. Alors, c'est extrêmement suivi, notamment à la conduite, mais aussi chez les aiguilleurs. Et on a déjà des annonces de perturbations pour mardi. Donc, pour demain, c'est plus de 50% des circulations qui sont supprimées sur la ligne C, qui est la ligne sur laquelle je conduis, et aussi sur les lignes N et U qui sont représentées dans les Yvelines. Donc, c'est un mouvement qui est large, qui est fort, et qui s'est organisé à l'arrache en quelques heures, en quelques jours. Donc, qui montre que vraiment, il y a un émoi très important des cheminots sur la question des salaires et bien sûr,
sur la question de la défense du droit de grève. La Fédération CGT des cheminots et ses syndicats CGT en local ont mis à disposition des cheminots des préavis pouvant être reconduits de façon à ce que les cheminots décident par eux-mêmes en assemblée générale. Mais je peux vous annoncer déjà que la direction annonce déjà sur ma ligne, la ligne C, un S3, c'est-à-dire un service de grève avec seulement 2 trains sur 3 en circulation pour le mercredi, alors même que la grève de demain n'a pas commencé et que les assemblées générales n'ont pas eu lieu. Donc, il n'est absolument pas à exclure que le mouvement se continue si la direction de la SNCF ne fait pas un pas vers les cheminots pour négocier sur la base des revendications sur les augmentations de salaire. La solution, Jean-Michel Richefort, demain, c'est peut-être de prendre son vélo pour éviter les grèves. Absolument, avec un petit imperméable, mais le vélo est une excellente solution. Est-ce que vous avez pris vos dispositions, messieurs? Parce qu'il y a aussi, on le disait, une grève dans les raffineries. C'est aussi difficile de faire le plein. Est-ce que vous avez de l'essence dans la voiture pour venir demain au travail? On pourra compter sur vous quand même? Demain, oui, c'est sûr. Après-demain, il y a encore après-demain, je ne suis pas sûr. Mais bon, je vais faire le maximum pour... je suis à peu près à la moitié du plein, donc ça devrait aller. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser et être patient surtout. Donc pas forcément de solution de repli côté transport. Il y a le vélo tout de même, mais côté transport, une grève qui s'annonce difficile avec de nombreuses perturbations pour cette journée du mardi 18 octobre, avec dans les transports, vous allez le voir, les prévisions pour demain, sur le RER A et le RER B qui passent dans les Yvelines, bien sûr, 3 trains sur 4 annoncés. À noter que sur le RER B, sur la partie nord, c'est-à-dire à partir de Gare du Nord, ce sera un train sur 2 qui est assuré demain, avec l'interconnexion à Gare du Nord qui sera toujours assurée. Sur les autres lignes qui passent dans les Yvelines, le RER C, comptez un train sur 2, un train sur 3 pour les lignes du Transilien J, L et U, et sur la ligne N du Transilien, ce sera un train sur 2. C'est pour le moment des prévisions qui sont annoncées pour cette journée de demain. Notez également que des perturbations sont annoncées sur le réseau des bus. Un climat social tendu, et depuis le 3 octobre d'ailleurs, un côté bus, les salariés de Keolis Autocars de Lyon sont en grève illimitée. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, de leurs acquis sociaux depuis le transfert du transporteur Transdev pour Keolis. Les employés des dépôts du nord des Yvelines se sont retrouvés à Verneuil-sur-Seine, regardez, pour protester contre la direction. Grève illimitée pour 120 salariés Keolis. Dans des dépôts du secteur Montesson, Poissy, Les Mureaux, Maison Lafitte, les employés ont cessé le travail le jeudi 13 octobre afin d'alerter contre l'ouverture à la concurrence de leur ligne de bus. Repris par la société de transport Keolis en août 2021, ils constatent une dégradation de leurs acquis sociaux. Nous, on était chez Transdev, ça se passait super bien. La qualité de service était au rendez-vous, les salaires étaient au rendez-vous, l'organisation de travail. C'est fait pendant des années, ça a été construit pendant des années. Ouverture à la concurrence, les règles soumises par Madame Pécresse, on rase tout, on recommence tout à zéro. L'impact qu'il y a derrière tout ça, et ça va aller chercher dans la masse salariale, dans les conditions de travail, l'organisation de travail. On demande donc une augmentation des salaires, on demande le maintien des primes pour l'ensemble des salariés, et on demande également que la politique sociale soit maintenue avec des conditions sociales de rigueur. Les salariés de Keolis Autocars de Lyon affirment que le transporteur mène une politique antisociale. Ils ne souhaitent pas que les accords d'entreprise historiques pris au sein de Transdev soient rediscutés pour un accord de substitution. Le 1er novembre 2022, tous nos accords d'entreprise vont tomber. Donc, ils vont s'effacer. Les négociations, ça fait plus de 6 mois, on n'arrive pas à avancer. On nous donne des miettes, pour l'instant c'est des miettes, alors qu'on ne demande pas plus de ce qu'on avait avant. C'est de profiter de l'opportunité de l'ouverture à la concurrence pour déstabiliser toute l'organisation des territoires et puis surtout pour mettre en concurrence, pas les entreprises, mais les salariés les uns contre les autres. Contactée, la direction de Keolis Autocars de Lyon n'a pas souhaité s'exprimer. Elle indique cependant maintenir le dialogue avec les représentants syndicaux afin de trouver au plus vite une issue et rétablir le service de transport. Journée donc de grève interprofessionnelle demain, mercredi 18 octobre, avec les transports qui seront perturbés, d'autres perturbations à prévoir également dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Sur l'éducation, les syndicats SNES, FSU et Sud Éducation se sont joints à cet appel à la grève. Côté santé, c'est le syndicat CFDT Santé Sociaux, donc notez qu'il y aura peut-être également des perturbations dans ces deux secteurs.
51 délégations, 420 athlètes, 22 titres décernés sur 5 jours de compétition. Les mondiaux de cyclisme sur piste ont pris fin hier à Saint-Quentin en Yvelines. Coup d'œil au tableau des médailles avec les Pays-Bas qui terminent en tête avec 4 médailles d'or, tout comme l'Italie qui est deuxième, mais avec 10 médailles au total, 4 en argent, 2 en bronze. La France, elle, termine à la 3e place ex aequo avec 7 médailles, 3 en or, 3 en argent et 1 bronze. En 2015, il y avait également eu 7 médailles, mais 5 titres au total. De manière générale, Jean-Michel Richefort, avant qu'on vienne sur les résultats précis des Français, est-ce que vous diriez que ces mondiaux 2022 sont un bon cru ? Oui, ces mondiaux sont forcément un bon cru. L'équipe de France était quand même attendue. Il est difficile de transformer et de scorer à domicile. Et bon, dans l'ensemble, je pense qu'on a eu une très belle équipe de France avec des jeunes. C'est pas forcément ceux qu'on attendait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais pour certains, mais dans l'ensemble, oui, ça a été un bon cru. Vous qui avez vécu, Mickaël, les mondiaux en 2015, vous les aviez couverts déjà pour TV78, ces mondiaux 2022, si vous faites le comparatif. En termes de résultats, oui, on parlera de l'événement après. En termes de résultats, en 2015, c'est 5 médailles d'or et 2 de bronze. Là, c'est 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 de bronze. Donc toujours 7 au total, mais avec moins de titres. C'est ça, exactement. Donc c'est forcément, pour moi, moins bien, parce que avec 5 médailles d'or, la France avait surperformé en 2015. Là, c'est quand même pas mal. 3 médailles d'or, mais un peu moins bien qu'en 2015. Oui, mais le débat est lancé. 5 médailles dans les disciplines olympiques. Et ça, c'est très important parce que n'oublions pas que l'objectif majeur, c'est 2024 à domicile. Et ces 5 médailles sont très, très encourageantes pour la direction technique nationale, pour Christophe Manin, le DTN. Et ça, il faut le souligner parce que les disciplines olympiques, ce sont quand même les disciplines où il est le plus difficile d'aller chercher les podiums et les médailles. Et là, on est déjà sur 2024, effectivement. Ouais. Encourageant à moins de 2 ans des JO, Nicolas Dandry ? Oui, et alors je posais la question, est-ce que c'est l'effet de l'arrivée de Florian Rousseau qui s'occupe uniquement de la partie olympique, le fait qu'il y ait 5 médailles sur les disciplines olympiques ? On rappelle le titre, directeur du programme olympique, c'est un nouveau titre qui a été créé justement à l'occasion de ces JO. Florian a contribué, mais il faut associer Grégory Boger également, entraîneur à la vitesse, les entraîneurs nationaux de la vitesse, du sprint, et ces deux sportifs de très haut niveau font bénéficier de leur expérience des grands rendez-vous internationaux à cette jeune équipe. Et je pense que là, c'est l'élément déclencheur. On va regarder plus précisément le tableau des médailles françaises, je vous le disais, avec 3 titres. Un titre à la vitesse individuelle pour Mathilde Gros, le 500 mètres pour Marie-Divine Kwame et le Madison pour Donovan Grondin et Benjamin Thomas. 3 médailles d'argent pour Clara Copponi et Valentine Fortin au Madison, Benjamin Thomas à l'Omnium et Melvin Landerneau contre la montre. Et enfin, une médaille de bronze pour cette délégation française à la poursuite femme par équipe. On parlait de Florian Rousseau, vous avez tendu à la petite perche Nicolas Dandry. On va écouter justement le bilan dressé par Florian Rousseau. Je rappelle qu'il est le directeur du programme olympique. Premier rôle, je l'avais dit, on a joué les premiers rôles. Il y a 7 médailles, mais il ne faut pas oublier aussi, il y a des 4e et des 5e places. Pour nous, c'était important ce championnat du monde pour notre objectif. Notre objectif reste les Jeux, mais c'était un marqueur important dans la dynamique de réussite. On apprend de nos réussites, aussi de nos déceptions. Il y a eu des déceptions, mais nos équipes sont compétitives, nos coureurs étaient compétitifs. Et il y a une belle dynamique dans l'équipe. Donc Jean-Michel Richefort, vous disiez encourageant. Donc si on regarde par rapport au bilan, la question que je posais à Mickaël, 5 titres en 2015, 3 en 2022, il n'y a pas de déception à avoir. Non, il n'y a pas de déception. Alors, il y a toujours des déceptions. On attendait, par exemple, Sébastien Vigier qui, victime d'une chute dans la Kérine. Il a été handicapé en vitesse. Sinon, si tout se passe bien pour Sébastien, il doit monter sur le podium en vitesse. Même chose pour notre vitesse par équipe. Victime d'un faux départ, donc qui les a perturbés. Bon, ils étaient podiumables, bien sûr, et là, avec un petit grain de sable, et puis la médaille échappe. Voilà,
c'est le sport. On n'a sûrement pas l'image, mais c'est peut-être l'une des images un peu choc, je ne sais pas si on peut dire choc sur ces 5 jours. Sébastien Vigier, il s'est fait dans le jargon une petite pizza, une escalope, hein, et il s'est brûlé en tombant. Et surtout qu'il s'est blessé après avoir terminé la course. Oui. C'est ça le plus dommage dans l'histoire. Il s'est blessé dans le virage juste après la ligne d'arrivée. Il est tombé, je crois que c'est Hovland, si je ne me trompe pas, qui le percute, voilà, et il tombe, et forcément une grosse brûlure au niveau de la cuisse qui l'a empêché de dormir dans la nuit. Du coup, forcément, moins de récupération dans une échéance comme les championnats du monde de cyclisme sur piste. C'est quasiment c'est compliqué, il se condamne lui-même en fait. Et d'ailleurs on peut retrouver cette interview juste après, hein, cette chute, c'est sur nos réseaux sociaux, vous aviez pu Mickaël l'interviewer. Du coup, est-ce que c'était une bonne stratégie, Jean-Michel, de ne pas se fixer d'objectifs avant ces mondiaux? C'était aussi la ligne affichée par Florian Rousseau, pas d'objectif affiché, peut-être que ça a mis moins de pression sur cette équipe de France aussi. Oui, moins de pression, une équipe de France quand même jeune, hein, une équipe de France en devenir, et bien sûr, ça sert à rien, surtout il fallait protéger et surprotéger Mathilde Gros, sur des échéances donc précédentes, on lui avait mis beaucoup de pression, là elle a été protégée, et voilà, avec toute la réussite qu'on lui a connue, et je pense que là elle a franchi un cap en dominant les Allemandes qui étaient les grandes favorites, et surtout en sprint, lorsqu'on prend l'ascendant sur l'adversaire, c'est vraiment de bon augure pour les échéances à venir, notamment pour les Jeux Olympiques. Mais après il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Elle n'avait pas l'air de s'endormir, hein, justement. On va en parler de Mathilde Gros, on va en parler dans un instant, parce que 23 ans, et on le disait, c'est elle qui a ouvert le compteur des médailles d'or, pas le compteur des médailles, mais le compteur des médailles d'or sur ces mondiaux, avec une victoire flamboyante à la vitesse individuelle. C'était vendredi, sacrée championne du monde, Jean-Michel le rappelait, devant les 2 Allemandes, Emma Hinze et Léa-Sophie Friedrich. Premier sacre mondial dans l'absolu également pour la jeune pistarde. Écoutez sa réaction. Incroyable soirée, c'est vraiment un rêve, chanter la Marseillaise devant mon public, sur ma piste, dans notre vélodrome. Enfin, nous, toute l'équipe de France, on s'entraîne ici, donc c'est pour tous les autres athlètes, pour tout le staff, pour la Fédé, c'est vraiment, c'est pour eux quoi, c'est top, je pouvais pas rêver mieux ce soir. Et je vous redonne la parole, Mickaël, sur Mathilde Gros, celle qui a sonné un peu le réveil français sur ces mondiaux de piste. Oui, tout à fait. Bon, après, Jean-Michel, elle a avancé masquée sur ces championnats du monde. Elle n'avait pas donné d'objectif particulier pour Mathilde Gros, mais il fallait qu'à un moment ou à un autre, elle gagne. C'était là, dans ce vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Elle avait échoué aux Jeux Olympiques, on l'attendait beaucoup, on l'annonce comme la future pépite du cyclisme français. Elle a commencé le cyclisme très tard, elle a commencé vers 16-17 ans, elle vient du basketball, elle s'est testée sur un vélo un jour, on lui a dit « T'as du talent, lance-toi sur le cyclisme sur piste ». Génie du sport finalement. Génie du sport, exactement. Finalement, elle performe, mais elle ne performait pas au niveau mondial pour l'instant. Elle a fait quelques titres, notamment européens, des titres français également. Mais au niveau mondial, pour l'instant, ça coinçait un peu. Et là, on sent qu'il y a peut-être eu le déclic pour Mathilde Gros. Et on sent peut-être un avant-après mondiaux. On va parler de Mathilde Gros et du clan Gros avec Nicolas. On a l'impression qu'il y aura un avant et un après. Peut-être que c'est une nouvelle Mathilde Gros là, qui est lancée tout droit vers ses certainement, mais c'est le fruit d'un travail acharné pour avoir été témoin de plusieurs séances d'entraînement, notamment avec Grégory Boger. Je pense que là, le travail, à un moment donné ou à un autre, paie. Et là, elle a pris une dimension, sans aucun doute, une dimension supplémentaire. Nicolas ? Pour l'avoir regardé un peu dans sa manière d'appréhender chaque course, on voit qu'elle avait un visage assez fermé. Il y a des photos qui sont assez impressionnantes sur les réseaux sociaux où on la voit juste avant la course chercher le regard de ses adversaires pour les défier. Le duel du regard, il est exceptionnel. Oui, c'est assez exceptionnel. Et puis on voit qu'elle était beaucoup plus déterminée à se claquer, limite de faire un mini AK, se claquer les cuisses, se claquer les pectoraux. On voyait plus de détermination, je ne sais pas, à votre avis, Jean-Michel ? Oui, absolument. Très rapidement, elle a pris une dimension, effectivement, et là, surtout en sprint, où il faut prendre l'ascendant sur l'adversaire, même avant le match. Et je pense qu'il y a une grosse part de bluff aussi. D'habitude, c'est elle qui subissait le bluff des adversaires, et là, finalement, c'est elle qui a
pris l'ascendant, tout simplement. Avec, on s'en souvient, une demi-finale qui s'est jouée à la belle. D'ailleurs, on aurait pu croire que ça aurait pu la fatiguer pour la finale. Il n'en a pas été ainsi. Et Mathilde Gros s'est imposée en vitesse individuelle. Première médaille d'or française. Il y en a eu 3 en tout. On va parler des autres médailles d'or dans un instant. Mais vendredi, Nicolas, vous avez suivi avec plus d'attention cette course de Mathilde Gros en vitesse individuelle. Et aux côtés de sa famille qui était présente en nombre en tribune jusqu'à son sacre et à la remise de la médaille d'or. Oui, effectivement, Grégory. Alors, je vous ai dit, j'étais dans l'anneau central au début au niveau des premières demi-finales. Et puis, deuxième demi-finale, je suis allé voir la famille qui était en tribune et je vais commencer par cette séquence très forte, Grégory. Mathilde Gros vient de remporter sa finale face à l'Allemande Léa-Sophie Friedrich. La pistarde de 23 ans est championne du monde de vitesse individuelle. Elle va rejoindre sa famille en tribune. Alors, sur ces images, dans l'ordre, vous venez de voir la maman, Séverine, le frère, la grand-mère Hélène et le papa Maurice Gros. La team Gros est reconnaissable avec leur chapeau blanc sur la tête dans les tribunes et leur t-shirt avec un gros G. Après ce moment fort en émotion, Grégory, il y a eu aussi la cérémonie de remise des médailles. Et là, j'étais à côté de la marraine de Mathilde Gros et de sa grand-mère Hélène. Regardez. Un clan soudé, Nicolas, et sa famille est présente aussi sur toutes les autres compétitions. Elle était là déjà auparavant. Oui, effectivement, Grégory, il pousse très très fort derrière elle et vous dites on l'avait suivi en fait auparavant puisque dès 2018, lors d'une étape de Coupe du Monde au Vélodrome National, c'était en octobre 2018, eh bien j'avais suivi la famille Gros et je peux vous dire que leur encouragement résonnait déjà beaucoup dans le dôme saint-quentinois. Ils sont à fond et encore si vous avez vu mes grands-parents, vous avez dû les voir aussi, enfin, des fois ils avouent, ils me disent mais on est malade quoi, surtout en kérine, en vitesse, c'est vrai qu'il y a de la pression mais il y a un peu moins de chances de chute donc ouais franchement ça, et eux aussi ils disent en fait on vit le truc avec toi quoi, donc c'est énorme. Moi tout ce que je retiens c'est qu'elle rentre dans le carré des 4 vraiment concurrentes magnifiques quoi hein. Et ça c'est pour elle c'est une je suis émue. C'est merveilleux et elle le mérite. Alors là, on vient de voir la grand-mère, c'était en 2018, elle pleurait déjà, elle était déjà très émue des performances de sa petite fille. Juste une question, Jean-Michel, le poids du soutien de la famille, de ses amis, c'est important pour un sportif de haut niveau. Oui, c'est très important d'avoir la famille derrière, parce qu'un athlète de haut niveau, de très haut niveau, bon, quelquefois, bon, il est seul dans la bulle et il y a des moments d'euphorie, mais il y a des moments difficiles à passer. Et lorsqu'on a sa famille derrière, là, comme on le voit, hein, c'est le team, ça propulse, c'est évident. Alors le deuxième titre est arrivé samedi, il y en a eu un vendredi, un samedi, un dimanche. C'est Marie-Divine Kwame à 20 ans seulement qui est déjà championne du monde. Elle est sacrée dans l'épreuve du 500 mètres devant l'Allemande Emma Inze et la Chinoise Yu Fangguo en 32 secondes 835 centièmes. Écoutez sa réaction. Je voulais remercier tout le public français, toute ma famille qui est dans les tribunes. J'ai passé un moment incroyable que j'oublierai jamais. Devenir championne du monde à 20 ans sur le 500 mètres, c'est incroyable, ça promet pour la suite. Je suis tellement fière. Je pensais jamais ressentir ce genre d'émotion et c'est incroyable. Je le souhaite à tous les sportifs du monde. Je le souhaite à même les non-sportifs de ressentir ça, la fierté des parents, la fierté de la famille, des amis, de l'équipe, du coach, de tout le monde. Et voilà, je suis trop contente.
Bon, ce qui est dommage, Jean-Michel Richefort, c'est que c'est une discipline non olympique, donc on verra pas la discipline du 500 mètres au JO. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est la jeunesse au pouvoir là avec ces mondiaux. La jeunesse au pouvoir, moi ça me fait d'autant plus plaisir que Marie-Divine, je l'ai vue sur les épreuves régionales, je l'ai vu grandir, je l'ai vu progresser. Et puis là c'est tout le bonheur du monde, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Là, elle est très communicative, elle a communiqué le bonheur à tout le vélodrome. Et ça, non seulement c'est mérité, mais il y avait quelque chose de magique dans sa victoire. Oui, il y avait une vraie fraîcheur, je trouve, avec Marie-Divine Kwame. Je la connaissais pas plus que ça. Je la voyais de temps en temps dans ce vélodrome national de 50 ans en Yvelines. Je lui ai parlé quelques fois, mais pas plus que ça. Et là, vraiment, j'ai découvert une joie de vivre, une fille très expressive, qui a tout donné sur la piste. Et ça s'est vu. Elle était libérée. Elle a notamment parlé de Grégory Boger qui l'a poussée à se dépasser ces derniers mois. Elle nous a dit qu'elle en avait bavé, mais qu'elle pourrait le refaire tous les jours, vu la joie que ça procurait. Bravo à elle. Et le dernier titre, je le disais, c'était donc dimanche avec Donovan Grondin et Benjamin Thomas. Ils ont été en bronze à Tokyo et là, cette fois-ci, le duo s'est imposé au Madison. Je vous rappelle, un 200 tours, 50 km entrecoupés de 20 sprints devant les Britanniques, devant les Belges. Je vous propose d'écouter tout de suite leur réaction également. C'est pas tout le temps comme ça. J'ai le souvenir de Tokyo où on a passé la ligne, on se souvient même plus qu'on avait passé. Mais là, on a pu vraiment bien savourer, assurer. Et c'est vraiment exceptionnel. Les derniers tours, on pense même plus à la course, on est juste là à profiter, à kiffer. Bon, la progression, même la confirmation pour ce duo qui était déjà en bronze à Tokyo. Et en plus, ils ont maté la concurrence, 18 points d'avance au final. Oui, là, on a un duo magique. Ils étaient en super forme. Ils ont mis le feu au vélodrome. Hein. C'était vraiment l'apothéose. Mais c'est un duo, ils se trouvent, ils passent les relais les yeux fermés. C'est exceptionnel, quoi. Ils ont pris encore une dimension. Là, c'était du grand art. Avec une opposition de très haut niveau. Lorsqu'on bat les Britanniques, les Belges sur une Américaine, là c'est formidable. Mais là, on tient vraiment une paire en or. Un dernier mot côté sportif, si on peut revoir le tableau des médailles françaises sur ces mondiaux, je le disais, à côté de ces 3 titres, il y a aussi 3 médailles d'argent. Je rappelle, Clara Copponi, Valentine Fortin au Madison, Benjamin Thomas à l'Omnium, Melvin Landerneau au contre-la-montre et une médaille de bronze pour la poursuite femme par équipe. On a parlé des grosses satisfactions. Quelles sont les déceptions pour vous sur ces mondiaux? La vitesse par équipe peut-être? Oui, la vitesse par équipe. Le premier jour, bon, n'oublions pas que cette équipe, était potentiellement médaillable. Et puis, il y a eu un faux départ qui a perturbé Timmy, Gillion, mais ils n'ont pas entendu donc le coup de pistolet. Mais ça arrive, ça arrive. Ils ont quasiment fait la moitié de la piste à fond. Voilà, avant de les arrêter. Donc, ils ont fait un effort supplémentaire et à contre-temps. Après, il est toujours très difficile de repartir et n'oublions pas que le démarreur est très jeune, très prometteur, mais ça n'enlève rien à leur qualité. Timmy Gillion d'ailleurs qui s'est fait un petit peu charrier par Michael Delmeda qui est dans le staff de cette équipe de France, l'ancien pistard de l'équipe de France, qui lui a dit regarde tes collègues, ils ont des maillots de champion du monde, ça te fait quoi de ne pas avoir ce maillot de champion du monde alors que tu aurais pu l'avoir peut-être en travaillant en plus. Bon, ce n'est que partie remise, il a 20 ans, mais ça prouve que cette équipe de France veut gagner. Très jeune, plein de talent, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Alors c'est un événement aussi qui a réuni le monde entier, journalistes, photographes ou même supporters étaient présents, ils n'ont pas hésité à faire le déplacement. On regarde votre reportage à ce sujet, Mickaël Amidoro. Ils ont fait beaucoup de bruit dans les tribunes, hollandais, belges ou encore allemands. Les étrangers ont fait le déplacement jusqu'au Vélodrome national de 50 ans en Yvelines pour soutenir leurs protégés pendant ces mondiaux sur piste. Moi et mon fils sont ici pour 3 jours pour supporter les Belges. Kopecky, c'est un favori. Il a déjà gagné une numéro élimination. On a des médailles. On espère qu'on va avoir de plus. Je suis autrichien, ma femme est allemande. J'ai encouragé la coureuse allemande Lea Friedrich. Je l'encourage pour avoir la médaille d'or et vous pouvez entendre que j'ai perdu ma voix. Un peu plus loin, on retrouve également un supporter canadien qui a fait le déplacement avec son grand chapeau. Il est venu une journée sur place pour supporter sa nièce. C'était aussi pour lui l'occasion de découvrir un vélodrome de niveau international.
Ce stade est vraiment magnifique. Je suis très impressionné par la vitesse quand il y a une course. Je n'ai jamais vu ça de ma vie et aujourd'hui c'est devenu une réalité. Dans l'aire centrale, des journalistes venus des 4 coins de la planète, britanniques, américains ou encore japonais sont présents dans ce vélodrome national pour relayer les informations. Ici, une cinquantaine de nationalités est présente. Je suis ici pour filmer et enregistrer les interviews des cyclistes japonais présents sur les championnats du monde de cyclisme sur piste. Le cyclisme n'est pas hyper populaire au Japon, mais on est ici pour promouvoir ce sport et intéresser le public japonais. C'est ma deuxième fois dans ce vélodrome. J'étais déjà là en 2015. Je choisis des photos avec de l'action. Je choisis des photos où on voit bien les visages des coureurs. Et j'ai choisi des actions pour illustrer la course et l'action sur la piste. Supporters et journalistes ont pris leur marque dans la structure saint-quentinoise à l'occasion de ces championnats du monde. Tout le monde se retrouvera dans moins de 2 ans à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et très rapidement, Nicolas, Mickaël, c'est facile de couvrir ces mondiaux ? Facile au niveau médiatique, oui, globalement, on a pu faire ce qu'on voulait dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines qu'on connaît si bien. On a pu notamment aller dans les tribunes, interviewer les supporters comme on l'a vu. Au niveau de l'aire centrale, c'était un peu plus restrictif. On n'avait pas trop le droit d'aller dans les box pour déconcentrer, on va dire, pour ne pas déconcentrer les athlètes. Mais hormis ça, oui, ça s'est bien passé. On a pu faire le maximum. Nicolas, moment chaud, on l'a vu tout à l'heure avec le clan gros d'émotion, mais voilà. Déjà, et puis hâte d'être en 2024 parce que ça donne vraiment envie d'assister à quelque chose de grandiose parce que là, je pense que c'était un apéritif. Un apéritif. Il y avait 20 000 spectateurs, c'est ce que dit la Fédération française de cyclisme et l'UCI sur ce championnat du monde, ces championnats du monde. Une jauge qui est vraisemblablement la même que celle en 2015 et ça s'est vraiment rempli le week-end. On va dire que le week-end a sauvé un peu la semaine côté public. Jean-Michel. Oui, on a toujours du mal à démarrer. Le premier jour, donc en milieu de semaine, ça démarre, c'est un peu timide, mais après, dès le vendredi, les gradins étaient remplis. Ouais, c'était à guichet fermé. Après, il faut préciser que les Jeux Olympiques, ce sera pendant les vacances d'été, donc il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses pour ce public. Ce sera très difficile d'ailleurs d'obtenir des places. Oui, ce sera l'inverse. Mais on le répète, on l'a répété beaucoup de fois, c'était l'événement test, on va dire grandeur nature avant en vue des JO. Belle répétition, réussite pour vous sur le plan organisationnel? Une répétition réussie, une organisation où toutes les équipes de la Fédération française de cyclisme se sont mobilisées vraiment avec un engouement, et puis ils ont apporté toutes leurs compétences parce qu'il y a un réel savoir-faire et ce sont ces équipes qui seront également à l'œuvre pour les JO parce que la Fédération sera maître d'œuvre pour l'organisation technique des JO en piste, en BMX et en VTT. Nicolas André, qui travaille à la Fédération française de cyclisme, m'a dit qu'il fallait juste peaufiner sûrement la sécurité. Forcément, il y aura plus de monde sur ces Jeux Olympiques. Il faudra revoir le plan de la sécurité. Peut-être les parkings aussi, ils vont essayer de trouver des solutions pour les parkings. Et en sachant qu'à Saint-Quentin, il n'y a pas qu'un seul site olympique. Exactement, voilà. Donc le parking qui était au niveau du BMX, par exemple, devra sûrement être réorganiser, enfin ils vont voir ça dans les prochains mois. Et autre petite chose, ils travaillent aussi sur l'aspect spectacle de l'événement, c'est-à-dire qu'ils pourraient baisser peut-être la lumière au niveau des tribunes pour qu'il n'y ait que la piste d'éclairée pour vraiment mettre l'accent sur les finales, par exemple les moments importants, pour vraiment créer une scénographie palpitante, si je peux dire. Une expérimentation sur la 5G, on aura l'occasion d'en reparler mercredi avec vous, Nicolas. Mais dans tout ça, un maillon essentiel aussi dans cette organisation, c'est celui du bénévole. Des centaines de bénévoles ont été présents aussi sur ces mondiaux, des bénévoles du territoire, parmi eux deux retraités plus précisément de Montigny-le-Bretonneux, qui s'appellent tous les deux Jean-Paul. Vous les avez rencontrés, Mickaël? Il fait partie des 250 bénévoles retenus pendant ces mondiaux sur piste 2022. À 73 ans, Jean-Paul de Montigny-le-Bretonneux aide les spectateurs à trouver leur place pendant ce rendez-vous. Il a commencé le bénévolat sur les événements sportifs des Yvelines depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui me plaît? Déjà, l'événement lui-même, le fait de pouvoir apporter quelque chose
aux sportifs et le fait de rencontrer beaucoup de monde et dans un contexte comme celui-ci, des gens du monde entier. Comme je parle anglais, ça me permet aussi de dialoguer, d'échanger avec des gens d'un peu partout. Son ami Jean-Paul, lui aussi originaire de Montigny-le-Bretonneux, est dans l'aire centrale pendant la compétition. Ce retraité badge les journalistes présents sur ces mondiaux. Yvelinois a commencé le bénévolat en 1989. Il est aujourd'hui sur sa première grosse compétition internationale. J'adore ça, faire plaisir aux gens, transmettre. Et puis il faut des bénévoles partout. J'étais arbitre de foot sans arbitre, même amateur. Il n'y a pas de match. Il faut des bénévoles sur les sorties scolaires surtout. C'est gratifiant quand même de se sentir utile. On devrait revoir ces deux Jean-Paul en 2024 sur les différents sites yvelinois retenus pour les Jeux Olympiques de Paris. Ils ont reçu la bonne nouvelle la semaine dernière. Ils sont pour l'instant sur la liste des bénévoles de l'événement. Oui, maillon primordial, les bénévoles. Ce sera le cas aussi en 2024. Essentiel, et sans ces bénévoles, on ne pourrait rien organiser, même dans les petites compétitions ont besoin de bénévoles, et à plus forte raison les grands événements, et là il faut voir l'engouement, et c'est le plus dans une organisation, mais sans eux, on ne peut pas organiser. C'est facile de les trouver, ou il y a des difficultés aujourd'hui pour trouver des bénévoles sur ce type d'événement ? Sur ce type d'événement, je veux dire, c'est relativement facile, une plateforme a été ouverte, et là des centaines de gens se sont inscrits, voilà. Et idem pour les championnats du monde paralympiques, qui vont débuter jeudi, voilà, où il faudra pratiquement autant de bénévoles. Vous y serez pour ces mondiaux de paracyclisme ? Bien sûr. Et est-ce qu'il faut aussi s'attendre à des médailles françaises ? J'espère. Oui, nous avons des Français très performants, que ce soit en sprint et en endurance aussi. On y sera, nous aussi, à TV78 sur ces mondiaux de paracyclisme. C'est l'événement là qui arrive sur cette semaine. Bien sûr, on y sera. Donc ça sera de ce jeudi jusqu'à dimanche. Il y a quasiment le même nombre de nations, un petit peu moins de nations que sur ces championnats du monde, mais il y aura également beaucoup de nations. Et c'est gratuit aussi, je le précise, pour le public. Si vous avez adoré les championnats du monde au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, vous pouvez venir et c'est gratuit. On suivra autant les championnats du monde paralympiques, on suivra, je l'espère, en 2024 les Jeux paralympiques qui sont aussi importants que les Jeux olympiques. Parce que ce sera aussi une répétition. Après les Jeux olympiques, il y aura également les Jeux paralympiques et le Vélodrome sera aussi l'une des enceintes pour ces Jeux paralympiques. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le cyclisme sur piste. Une longue page, mais on y a passé quand même 5 jours sur ces mondiaux de cyclisme sur piste. On s'est quand même régalé sur ces 5 jours. Allez, un dernier tour de table. C'est un événement qui va rester. Peut-être la médaille de Mathilde Gros, la médaille d'or, c'est le moment peut-être moi qui me vient tout de suite à l'esprit. Pour moi aussi, clairement c'est la médaille de Mathilde Gros qu'on a vu débuter, là qui arrive avec cette magnifique médaille d'or. C'est le moment de la confirmation. Forcément c'est la plus belle médaille pour moi, mais elles sont toutes belles ces médailles. C'est pour ça qu'on aime le sport, Grégory, c'est quand on voit des gens vibrer aux larmes, comme la famille de Mathilde Gros. C'est pour ça qu'on aime le sport. On a aussi quelques larmes du côté de l'équipe. Très ému, et Jean-Michel Richard. La joie communicative de Marie Divine. Voilà, elle aussi a enflammé le Vélodrome. Avec une magnifique Marseillaise aussi. Donc voilà, mais toutes les médailles sont belles parce que c'est tellement difficile d'aller chercher une médaille dans toutes les disciplines aujourd'hui que... Bravo. Et des records du monde ont été battus aussi lors de ces mondiaux. J'aurai l'occasion de reparler sur TV78 d'un record du monde battu par Filippo Ganna. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Merci messieurs. Bien sûr. Italien, bien sûr. Merci Jean-Michel Richefort, vice-président de la Fédération française de cyclisme. Merci à Mickaël Elmidoro et à Nicolas Dandry. Bravo pour cette couverture. Et je rappelle que vous êtes bien sûr journaliste de la rédaction de TV78. L'information à suivre également pour la journée de demain, je vous la rappelle, c'est cette journée de grève interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats avec des perturbations à prévoir dans vos transports dans les Yvelines. Regardez ces prévisions, c'est 3 trains sur 4 sur le RER A et le RER B. Notez que sur le RER B, je vais y arriver, l'interconnexion est assurée à Gare du Nord. RER C, un train sur 2, tout comme sur la ligne N du Transilien. Et enfin, un train sur 3 annoncé pour les lignes du Transilien J
L et U. Restez bien sûr informés sur les sites de la SNCF et du Transilien. Côté météo, on va jeter aussi un coup d'œil à vos conditions de ce mardi 18 octobre. Mardi 18 octobre, nous fêterons les Lucs. Des températures et des conditions de météo homogènes sur tout le territoire. Ce sera nuageux pour le matin, comptez 15 degrés dans les Yvelines. Le soleil devrait faire quelques apparitions l'après-midi, mais avec toujours quelques nuages. Il fera 20 degrés à Mantes-la-Jolie, 19 degrés à Houdan, Versailles et Rambouillet. Des températures assez hautes qui vont se confirmer sur le reste de la semaine, même si la pluie est annoncée pour vendredi. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Belle soirée sur TV78.